Bonjour à toutes et à tous. Merci Chris et merci à tout le groupe d'organisatrices et d'organisateurs et à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et tous les partenaires. Je vais en oublier, donc je vais juste avoir ce remerciement global pour cette invitation qui à la fois m'a surpris et touché. Puis on n'a pas eu beaucoup le temps de parler, mais ça s'est justement fait de manière relationnelle, symbiotique à distance avant de se retrouver sur place. Donc vous m'avez invité à vous proposer quelques remarques sur le thème du colloque, de votre rencontre. Et j'ai proposé un titre un peu radical, comme vous l'avez peut-être noté, oui. J'ai proposé un titre un peu radical, mais que je voudrais d'abord préciser pour ensuite essayer d'y entrer. Le but de cette alternative ou de cette mise en relation de la symbiose et de la guerre ne vise pas pour moi à proposer une alternative extérieure. Est-ce que c'est la symbiose ou la guerre de l'extérieur? Ce qui, en un sens, définirait plutôt un risque de plus, un risque de guerre de plus, je dirais. Et pour le dire tout de suite, ce serait pour moi une sorte de guerre des mots, une guerre aussi des images, une guerre des métaphores. Dans la mesure où la symbiose, telle que vous allez la discuter, a quelque chose aussi d'une image, d'une métaphore. Et donc, dans un premier temps, je reviendrai sur ce risque d'une alternative forcée, risque qui est aussi évidemment un enjeu, hein, pour des raisons très précises, mais je ne voudrais pas m'en tenir à cette alternative extérieure, en français ou en anglais d'ailleurs. Donc, dans un deuxième temps, j'essaierai plutôt d'analyser la relation entre la symbiose et la guerre comme une tension intérieure, comme une tension interne, en effet, comme vient de le dire Chris Younes, une tension interne aux vivants ou aux relations entre les vivants. Et pour penser cette relation intérieure, cette relation, au fond, jamais gagnée d'avance, entre les vivants, comme une sorte d'alternative entre la symbiose et une sorte de guerre, peut-être même civile, entre les vivants. Et je m'appuierai sur une philosophie bien précise, bien particulière, sur laquelle il se trouve qu'il y aura une rencontre le week-end prochain. C'est pour ça que pour moi, ce sera aussi l'occasion d'essayer de comprendre comment on peut trouver dans cette philosophie un modèle pour penser la question qui vous réunit ici. Et cette philosophie sur laquelle je m'appuierai aujourd'hui, c'est la philosophie de Michel Serres. Michel Serres, qui a, à mon avis, écrit le livre le plus important sur la symbiose et sur ses risques, et qui n'est pas le contrat naturel dont je reparlerai bien sûr dans un moment, contrat qu'il a introduit au début des années 90, qui a fait beaucoup parler à cette époque. C'était le premier à parler de la catastrophe écologique comme du problème premier des vivants et notamment des humains dans notre époque. Contrat naturel qu'il définissait de manière paradoxale comme un contrat symbiotique. Si vous cherchez sur Internet, vous voyez symbiose, philosophie, vous allez tomber directement, je l'ai vérifié, c'est Wikipédia, c'est Internet, je ne sais pas si c'est déjà l'intelligence artificielle. Si vous faites symbiose, philosophie, enfin en tout cas moi, mon ordinateur a peut-être déjà repéré que je faisais beaucoup de Michel Serres, mais il a repéré mes biais et mes algorithmes. Mais vous tombez tout de suite sur contrat symbiotique, ce qui est une notion très intéressante, un peu contre-intuitive, parce que nous avons dans l'image de la symbiose, peut-être spontanément, plutôt l'image d'une fusion affective, biologique au sens intime, d'une unité qui ne passe pas par des relations de langage ou de droit. Et Michel Serres, justement, d'une manière un peu délibérément paradoxale, plus complexe qu'on ne croit, nous invite à penser la symbiose comme un contrat. C'est sa définition du contrat naturel. Le contrat naturel est un contrat symbiotique.
J'y reviendrai évidemment dans un deuxième temps, car ça passe par un autre livre que le contrat naturel, peut-être plus important encore pour penser les problèmes de la symbiose et les problèmes qu'il nous faut affronter pour que l'hypothèse symbiotique devienne une hypothèse précise et concrète, telle que vous la proposez. Et je terminerai là-dessus en essayant d'ouvrir sur la question non pas de l'architecture, sur laquelle je suis totalement incompétent, mais de l'habitation ou de l'habitat comme modèle précis et concret d'une hypothèse symbiotique qui pourrait en effet nous aider à résoudre les problèmes de l'époque, à condition d'en assumer les tensions, à condition de ne pas l'idéaliser comme un miracle, une sorte d'opération magique qui viendrait justement s'opposer à la guerre de l'extérieur comme une sorte de remède magique. Et je pense qu'il faut donc passer par ce risque de l'alternative frontale, cette tension interne, pour essayer de penser ensuite une relation plus concrète. Et de ce point de vue, donc j'essaierai au fond de répondre au défi de votre titre, du colloque cette fois, hein, l'hypothèse symbiotique, titre où j'entends, pour ma part, une sorte de modestie apparente, ça n'est qu'une hypothèse, mais en même temps de radicalité potentielle, puisque en faire une hypothèse, c'est aussi s'orienter radicalement à partir d'elle, et il ne faut pas oublier qu'elle peut s'opposer à d'autres, qu'il y a... je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, et j'en parlerai pas, mais il y a un livre de philosophie politique très controversé, il y a quelques temps, qui avait employé ce terme d'hypothèse pour une certaine orientation politique polémique, et qui n'était certainement pas seulement une hypothèse, mais plutôt une sorte de postulat. Donc, est-ce que l'hypothèse est moins qu'une thèse ? Au fond, une hypothèse, une sorte dans une démarche scientifique, disons, de proposition à vérifier par l'expérience et par la critique, ou bien est-ce que c'est un postulat qui doit nous orienter dans une histoire de manière radicale? Peut-être que c'est un peu les deux, mais pour moi, j'assumerais plutôt la version modeste, critique, et plus encore vitale parce qu'elle est critique. Elle est vitale à condition aussi d'assumer ses risques et d'assumer des tensions internes. La symbiose n'est pas gagnée, ça n'est pas si facile d'être dans la symbiose. Et c'est vrai que je reviendrai sur la relation entre la vie et la critique, et dans ce que, pour ma part, j'appelle un vitalisme critique. Mais je voudrais donc repartir d'abord du risque, de la tentation et du risque, d'une alternative extérieure et radicale, finalement, entre la symbiose et la guerre. Et pourquoi ça peut conduire à une guerre des métaphores, peut-être à une métaphore contre la guerre, mais aussi à une guerre des métaphores. Guerre des métaphores qui est peut-être aussi ancienne que la biologie elle-même. De fait, pourquoi est-ce que c'est tentant ? C'est tentant parce que chacun ressent le besoin aujourd'hui, face à la destruction du monde, face aux menaces que l'histoire humaine, les techniques humaines, la vie de l'espèce humaine fait peser sur le reste des vivants. Chacun ressent le besoin de penser un autre modèle du vivre ensemble entre les vivants, et notamment du vivre ensemble des humains avec les autres vivants. Un vivre ensemble qui, là aussi dans une circulation des métaphores, un vivre ensemble qui a été autrefois une métaphore, disons, morale, politique, je dirais de solidarité interhumaine. J'y reviendrai aussi. Comment vivre ensemble, c'est une question très intéressante. Il y a eu un colloque d'ailleurs récemment à Budapest, au cœur d'un pays menacé par dont le régime politique est le modèle ce qu'on a appelé les démocratures, la dérive interne de certaines démocraties au point qu'elles perdent leurs principes démocratiques. Il y a eu un très beau colloque sur le vivre ensemble, cette fois-ci comme une métaphore politique. Aujourd'hui, sous le signe du retour vers la littéralité du vivant, et vous voyez que dans ce premier temps, je vais essayer de travailler un peu sur le statut littéral, métaphorique, figuré de la notion de symbiose. Aujourd'hui, on ressent le besoin de penser littéralement le vivre ensemble. Le vivre ensemble n'est plus seulement une métaphore morale et politique visant à concilier les diversités humaines,
ce qui pourtant il ne faut pas oublier. La guerre, c'est d'abord la guerre entre les humains, mais le vivre ensemble, aujourd'hui, redevient littéralement une question de survie et d'interdépendance de tous les vivants, au sens le plus biologique du terme. Vivre ensemble, c'est désormais une condition pour ne pas mourir ensemble, puisque le vivre ensemble d'aujourd'hui se définit d'abord sous le signe d'un risque mortel commun. Un risque mortel commun lié à la menace très concrète sur la vie au sens non pas d'un principe abstrait, mais d'une réalité sur la planète Terre. Et donc ce besoin aujourd'hui de défendre un vivre ensemble, on comprend qu'il puisse s'appuyer sur un retour littéral, encore une fois, à des faits biologiques, à la condition de l'interdépendance. Beaucoup reviennent aussi à la question de l'interdépendance entre les vivants, pour défendre aussi la biodiversité. Pourquoi est-ce que la biodiversité, qui intéresse beaucoup moins que le réchauffement climatique et moins travaillée, il faut justement montrer que la biodiversité, c'est pas une sorte de condition extérieure aux uns et aux autres, c'est une interdépendance. Donc il y a ce retour aujourd'hui au vivre ensemble littéral, pour lutter contre le mourir ensemble, lui aussi littéral. D'où l'importance de ce que vous proposez, c'est-à-dire de prendre la symbiose comme une hypothèse générale pour répondre à ce défi commun. Et autant je vais le critiquer un peu, enfin essayer de le prendre d'une manière un peu plus avec des risques, autant il est tentant, inévitable, légitime, pertinent de prendre cette notion de symbiose comme un modèle possible. Mais déjà, vous le voyez bien, en fait, on a une première tentation qui est de dire la symbiose, et en philosophie, on le connaît bien, ce serait d'en faire une sorte d'image de la fusion complète, comme je le disais, c'est-à-dire la symbiose au sens où, il y a par exemple la notion de synergie qui est apparue tout à l'heure. En philosophie et dans l'expérience humaine, on connaît aussi la notion de sympathie, disons un vivre ensemble comme une fusion complète, un dépassement de la séparation entre les vivants. Vivre ensemble, ce serait ça la symbiose. Vivre ensemble, avoir les mêmes enjeux vitaux, les mêmes sentiments, comme on dit, la sympathie, les mêmes affects, les mêmes passions, la même peur des mêmes choses, la même peur de la même mort, le même désir du même amour ou du même bien, etc. Or, la symbiose, si on le prend comme ça, et je suis certain que ça évoque ce halo d'images positives, c'est évidemment très important, comme la sympathie, comme la synergie, comme tout ce qui vient avec ce retour à l'unité, par-delà toutes les divisions et tous les conflits. La notion de symbiose est, comme vous le savez tous, parce que vous travaillez l'hypothèse symbiotique, est beaucoup plus précise en biologie. Et moi, je ne suis pas du tout biologiste, mais malgré tout, déjà, c'est une première précaution. Mais ça ne suffira pas. Mais c'est une première précaution importante, c'est de comprendre déjà que la notion de symbiose désigne la coexistence entre des espèces différentes et dans une relation qui est certes un partage, mais qui est aussi intrinsèquement dissymétrique. Dans les théories biologiques de la symbiose, comme tout le monde, je suis allé me renseigner au dernier moment, mais en même temps, je vous invite à travailler de près, et ça va être le cas, j'imagine, dans ce colloque où il y a une dimension d'écologie, donc aussi de biologie, parce que l'interdisciplinarité que vous revendiquez, il va falloir mettre un peu de biologie très concrète aussi dedans. La symbiose est une relation entre des espèces, des individus, mais des individus qui entrent en symbiose par des mécanismes liés à leur espèce respective, en quelque sorte, et c'est une relation qui a quelque chose de dissymétrique. C'est extrêmement important. Dans les phénomènes de symbiose qu'étudient les biologistes, on remarque qu'il peut y avoir des symbioses, je vais y revenir, il y a dans la symbiose aussi, évidemment, un risque que la relation dysfonctionne, et là, ça prend un autre mot, il y a un autre mot pour la désigner, qui est le titre d'un autre livre de Michel Serres. Pardon, je fais un peu de teasing et je ne donne pas toutes les cartes d'un coup, mais la symbiose est une relation dissymétrique qui peut être au bénéfice des deux espèces, des deux termes, mais qui n'est pas une fusion. C'est très important de le dire. Ça n'est pas une fusion immédiate entre des vivants. Vivre en symbiose,
C'est avoir ce qu'on appelle un hôte qui accueille un invité. Justement, l'autre terme, je dois quand même le dire tout de suite, le terme technique, c'est le parasite. Il y a l'hôte et le parasite, celui qui vit avec l'autre, mais aussi aux dépens de l'autre, au crédit de l'autre, mais qui, en même temps, dans une symbiose réussie, apporte à celui aux dépens duquel il vit quelque chose dont son hôte a besoin lui-même pour vivre. La relation peut être réciproquement essentielle, mais elle comporte aussi un risque de dissymétrie, et vous voyez bien qu'avec Le Parasite, qui est le titre d'un grand livre de Michel Serres en 1980, avec Le Parasite apparaît le risque interne de la symbiose. Mais la symbiose, c'est donc cette dimension où ce qu'on appelle le symbiote, et Michel Serres emploie cette expression très intéressante de l'humanité symbiote sur la Terre. Michel Serres, qui connaissait la biologie, enfin qui travaillait les sciences, bien sûr, hein, n'employait pas les termes au hasard. Le symbiote, dans la biologie, c'est le plus petit des deux termes, qui vit aux dépens du plus grand. Par exemple, la mouche du coche, la mouche du bœuf, dans une des fables de La Fontaine. Bon, la mouche n'est pas le parasite au sens strict, elle n'a pas besoin du bœuf pour vivre, mais elle le harcèle, elle l'embête, etc. Mais le coquillage qui vit sur une plante, etc. Le symbiote, c'est le plus petit des deux termes qui vit aux dépens du plus grand et qui, dans certains cas, évidemment, construit une relation mutuellement bénéfique, d'interdépendance favorable, mais qui peut aussi devenir destructrice, peut-être destructrice pour les deux, peut-être destructrice d'abord pour celui aux dépens duquel le symbiote s'installe. Et évidemment, la thèse de Michel Serres, j'y reviendrai dans un instant, peut-être l'hypothèse que vous cachez derrière votre hypothèse symbiotique, enfin, l'hypothèse dont vous partez, en fait, même ce que vous critiquez est déjà un phénomène symbiotique. Au fond, c'est l'idée que l'humanité est un parasite de la Terre qui, dans sa symbiose avec la Terre, en vient à détruire l'environnement dont elle a besoin pour vivre. Donc la symbiose, vous le voyez tout de suite, la symbiose, et je vais un peu trop vite, mais quand même la symbiose n'est pas forcément la réponse au risque de destruction de la Terre par les vivants humains dans leurs gestes, dans le déploiement de certaines techniques qui deviennent destructrices. Et la symbiose n'est pas seulement la réponse, la symbiose est aussi la définition même du risque. La symbiose n'est pas seulement le risque, la réponse au risque, c'est la genèse du risque. C'est dans la relation symbiotique de l'humanité avec la planète que se construit le risque auquel vous apportez une hypothèse symbiotique pour y répondre. Mais il faut bien voir que l'hypothèse symbiotique comporte non seulement la réponse au risque, mais la description du risque. La symbiose, c'est cela. Donc, et pourtant, j'ai déjà été trop loin, pardon, dans cette petite réflexion que je vous propose. J'ai déjà été presque vers le deuxième temps que je voulais souligner, mais il est certain aussi que dans ce que vous proposez, ce que vous faites entendre dans l'expression hypothèse symbiotique, il me semble qu'il faut entendre, et je pense que ça fait partie des termes très forts d'aujourd'hui, des métaphores biologiques, dont métaphore, je ne devrais pas dire métaphore, parce qu'il faut que ce soit autre chose qu'une métaphore, mais disons dans une ressource métaphorique positive liée à notre condition de vivant, on entend plutôt dans l'hypothèse symbiotique que vous proposez quelque chose d'un retour à la relation positive entre l'hôte et son invité. Entre l'hôte et celui dont il est l'hôte. Vous savez que le mot hôte en français, il a cette ambivalence extraordinaire de désigner à la fois celui qui invite et celui qui est invité. Qui est l'hôte ? Est-ce que c'est l'hôtelier ou est-ce que c'est le client de l'hôtel ? En fait, voilà, je remercie mon hôte, c'est réciproque en fait. Merci de m'avoir accueilli, merci d'être venu, etc. Et Michel Serres a beaucoup réfléchi sur l'hospitalité. Et je citerai un grand lecteur de Michel Serres qui a beaucoup écrit sur l'architecture et l'habitat en termes d'hospitalité réciproque. Donc, la symbiose a à voir avec l'hospitalité, bien sûr, de manière absolument inséparable. Symbiose et hospitalité, c'est la même ambivalence, d'ailleurs, puisqu'aussi, il y a dans le terme « hôte », il y a à la fois une ambivalence positive. L'hôte, c'est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Mais il y a aussi, dans l'étymologie,
et Michel Serres l'a beaucoup souligné, une ambivalence négative, puisque l'hôte dérive du mot latin hostis, qui est aussi l'ennemi. Donc, voilà, l'hôte, c'est aussi l'ennemi, et en même donc on est dans ce registre de notions. Avant de venir à une analyse un peu plus précise des ambivalences négatives de la symbiose et du parasitisme, sous le signe de Michel Serres, que je voudrais aussi continuer une discussion avec un enjeu un peu critique aussi à son égard. Hein. Il faut, enfin en tout cas de prolongement pour aller plus loin vers nos enjeux communs aujourd'hui. Je voudrais souligner qu'il faut, déjà on le voit, si on veut travailler sur l'hypothèse symbiotique, il faut la compliquer un peu. Il ne faut pas s'en tenir à cette intuition très forte que vous proposez, cette impulsion vers une sorte de sympathie universelle, de vivre ensemble littéralement appuyé sur ces phénomènes d'interdépendance biologique qui existent. Hein, évidemment, mais bon, voilà, mais qui sont plus compliqués qu'ils n'en ont l'air et qui comportent du négatif. C'est très important parce que si vous travaillez aussi un petit peu, même en naviguant sur ce que nous offrent les réseaux sur la notion de symbiose, vous voyez qu'elle est prise dès le XIXe siècle dans une guerre des métaphores. Et qu'elle s'oppose déjà au XIXe siècle à une autre métaphore biologique qui a fait des dégâts historiques majeurs. Et il faut avoir en tête que les métaphores biologiques sont toutes dangereuses, peuvent toutes conduire à des problèmes, et que pour les humains, c'est une thèse que je défends d'un point de vue de philosophie de la connaissance fondée sur le vivant, c'est que les métaphores importantes des vivants sont toutes politiques. Les métaphores politiques des humains sont toutes vitales, et elles sont toutes dangereuses. Il y a eu beaucoup de travail, et il y a encore aujourd'hui des risques majeurs sur les métaphores de l'immunité, par exemple. Une société doit-elle s'immuniser contre des corps étrangers qui peuvent apporter des dangers? Cette métaphore biologique qui a conduit à des massacres est évidemment toujours présente. Elle est au cœur aussi de ce que Michel Foucault avait appelé la biopolitique du XXe siècle. Et les questions de biopolitique sont souvent inséparables de la question de la métaphore biologique dans le politique ou politique dans le biologique. Or, la métaphore biologique à laquelle s'est opposée la symbiose dès le XIXe siècle, c'est la métaphore de la guerre, de la vie comme guerre. Et c'est pas une métaphore anodine, puisque dans la biologie même du XIXe siècle, notamment dans certaines formules qui ont ouvert cet espace complexe de métaphores biologico-politiques, dans l'idée darwinienne de la vie comme lutte pour la survie, de la vie comme lutte pour la survie des espèces, qui est un concept scientifique, en un sens, et qui est un concept inévitable dans l'idée que je soutiens moi aussi, que le vivant se définit par la lutte contre sa propre destruction, donc par la lutte contre la mort. Essayer de définir le vivant autrement, ça me paraît impossible. Nous luttons contre la mort, et même la notion de symbiose, c'est pour lutter, comme je l'ai dit, contre une mort commune. Aujourd'hui, oui, la lutte contre la mort, ça définit le vivant, mais la lutte contre la mort, c'est aussi une lutte pour la survie. La lutte pour la survie, c'est aussi un conflit entre les vivants, et dans certaines espèces, un conflit entre les vivants de la même espèce, ce qui n'est pas tout à fait pareil qu'un conflit entre espèces, d'où le danger d'une métaphore de la vie comme guerre. Et ce qu'on a appelé le darwinisme social, c'était l'extension d'une sorte de lecture guerrière de la vie à une lecture de la guerre humaine avec un fondement biologique, fondé sur la force. Combat, la survie du plus apte est devenue la survie du plus fort. Je ne vais pas revenir ici sur... Donc, ces métaphores ont fait des dégâts qui ont été analysés, dont l'analyse n'a pas suffi à nous prémunir. Il faut reprendre cette analyse comme une sorte de vaccin. Il faut se revacciner constamment contre certaines métaphores politiques, autres métaphores politiques. Hein. Le vaccin, comment est-ce qu'on s'immunise contre les maladies chroniques de la démocratie, le fascisme, le racisme, etc. Mais évidemment, il y a des métaphores biologiques qui circulent, et ça n'est pas par hasard, c'est parce que nous sommes des vivants politiques.
Les humains étant des vivants qui ont des enjeux politiques entre eux, le politique est nourri par les conditions ultimes de la vie, et notamment par le risque de la mort, et aussi son opposé, qui est lié pas seulement à la symbiose, mais à l'amour, en réalité, à l'érotique aussi. Dans la symbiose, il y a aussi cette idée d'unité contre la destruction et la guerre, et donc il y a aussi un peu plus que la simple unité. Et donc, en tout cas, voilà, il y a le risque de revenir à une métaphore contre une autre, à une guerre des métaphores légitime, puisqu'il faut lutter contre la métaphore, la vie comme guerre, la métaphore de la vie comme guerre. Mais est-ce que pour lutter contre la métaphore de la vie comme guerre, il faut évoquer enfin, je dirais plus précisément, pour lutter contre la métaphore de la vie comme guerre, il faut une métaphore précise de la symbiose comme relation vitale. Il ne faut pas s'en tenir à la symbiose contre la guerre, il faut analyser de plus près la notion de symbiose. Au passage, et après je passe au deuxième temps que j'ai annoncé, au passage, il se trouve que l'école où je travaille fait partie d'un ensemble d'autres établissements où il y a aussi une école nationale d'architecture, celle de Paris-Malaquais. Et il y a un projet qui réunit, un projet un peu symétrique, qui montre qu'aujourd'hui il y a une vraie recherche très intéressante dont votre proposition me paraît vraiment centrale, et c'est pour ça que je suis très reconnaissant d'y réfléchir avec vous ce matin. Il y a un projet qui a bientôt, lui aussi, un colloque, vous en avez peut-être entendu parler, qui porte sur la ville comme métabolisme. La ville, métabolisme. Donc, penser la ville comme un organisme vivant, le métabolisme étant aussi une image biologique concrète, relationnelle, puisque l'organisme comme métabolisme, c'est l'organisme en tant qu'il entretient son propre fonctionnement de manière homéostatique, comme la température. Il faut rester autour de 37 degrés, il faut manger, il faut boire, il faut se nourrir, il faut prendre de l'énergie, etc., dans les relations avec l'extérieur. Donc, c'est intéressant. Est-ce que la bonne métaphore, c'est la symbiose ou le métabolisme? Vous voyez bien que c'est la même image. Comment penser le vivre ensemble de manière littéralement biologique? Et c'est le même risque, c'est-à-dire comment faire que ces images biologiques ne soient autre chose que des métaphores faciles, qui vont se voir opposer les métaphores de la guerre qui ne cessent de revenir aujourd'hui. Puisque on fera face au ricanement sarcastique de celui qui dit « Ah oui, la symbiose, le métabolisme, c'est bien joli, mais d'abord la guerre, d'abord survivre les uns contre les autres. » Et donc, il faut aller un peu plus loin. Mais ça n'est pas un hasard, et il faut aussi travailler ces notions, métabolisme, symbiose et quelques autres, pour penser ce qui nous arrive aujourd'hui. Hospitalité, parce que les métaphores marchent dans les deux sens. Les biologistes prennent des concepts politiques. On ne sait pas ce qui vient en premier. Est-ce que c'est les politiques qui prennent des métaphores biologiques, ou est-ce que c'est les biologistes qui prennent des métaphores politiques? Il y a beaucoup de concepts politiques dans la biologie elle-même. Je me souviens d'un débat sur la notion de cellule chaperon. Il y a aussi la question, par exemple, sur laquelle avait travaillé Jean-Claude Amezen, du suicide cellulaire, qui est l'apoptose, qui est un phénomène biologique, et même dans certains textes de médecine, étudié sous le nom de suicide cellulaire, parce que certaines cellules doivent interrompre leur vie pour que l'organisme continue à vivre. Et si elles ne le font plus, elles prolifèrent, et c'est une des sources des cancers, c'est que le suicide cellulaire ne fonctionne plus, se dérègle, et que les cellules ne mourront plus, l'organisme va mourir de cette non-mort, de cette composante. Suicide cellulaire, c'est impropre. Seuls les êtres humains, peut-être certains autres vivants, mais c'est disputé, en tout cas, disons, pour simplifier, que seuls certains vivants complexes, mais surtout, probablement, et peut-être exclusivement les humains, se suicident. Donc il y a des images qui circulent dans les deux sens. Avec des grands risques, c'est illégitime de parler de suicide cellulaire, c'est peut-être illégitime de parler de symbiose pour l'architecture. C'est peut-être une image un peu abusive, mais en même temps, elle est nécessaire. Moi,
vais dans votre sens. Je digresse trop, donc j'avance vers mon deuxième point. Comment penser donc l'hypothèse symbiotique d'une manière critique, d'une manière qui intègre le risque du négatif de la relation dans la symbiose et qui n'oppose pas de l'extérieur la symbiose et la guerre. En ne disant pas, au fond, voilà, même s'il faut le faire aussi dans le discours politique, vous nous proposez la guerre, nous vous proposons la symbiose. Je pense quand même qu'on a fait face aujourd'hui à cette alternative. Mais pour dire, face à la guerre des humains entre eux et à la guerre des humains contre le monde, il faut penser la symbiose avec aussi ses risques internes. Cette idée de guerre des humains contre le monde, je le rappelle d'ailleurs, c'était le sens que Michel Serres, à la fin de sa vie, dans un de ses derniers livres, a donné à la notion de guerre mondiale. Michel Serres a publié, un des derniers livres de Michel Serres s'intitule « La guerre mondiale ». Et il disait, lui, il avait connu 2 guerres mondiales, enfin, il avait pas connu la première, mais sa famille en avait été marquée, puis la deuxième. Et il disait, nous vivons aujourd'hui une 3e guerre mondiale. Il est mort avant le retour de la guerre, disons, classique entre les humains au point que nous connaissons aujourd'hui. Mais il disait, la 3e guerre mondiale, ça n'est plus une guerre des hommes entre eux, sur la planète entière, c'est une guerre des hommes contre le monde. La 3e guerre mondiale, c'est la guerre contre le monde. Notion compliquée, là aussi, image très compliquée. Est-ce que le risque écologique est une guerre des humains contre le monde ? En tout cas, face à ce risque-là, Michel Serres ne s'est pas contenté de cette image, et c'est là que je vais me servir un peu de son analyse du parasite. Il a montré que pour penser cette guerre contre le monde, il faut en penser les origines d'une façon concrète et complexe. Et c'est pourquoi, si on en pense les origines biologiques, d'ailleurs, au fond, complexes, avec au cœur la spécificité des vivants humains, on peut penser aussi une réponse qui n'est pas simplement un appel à une image mobilisatrice, comme le métabolisme, la symbiose, et même l'érotique du cosmos, une cosmo-érotique, comme le propose par exemple Emanuele Coccia. Si vous aviez invité ce matin Emanuele Coccia, vous auriez sûrement eu sa version d'un cosmo-vitalisme unitaire, avec le fait que voilà, il faut penser notre unité, même plus profonde que la symbiose. Je pense que lui, il vous aurait dit, la symbiose, c'est encore trop distant, il faut une fusion avec le soleil, l'univers. Nous sommes des plantes tournées vers la lumière solaire, ce qui est vrai, nous sommes tous des plantes aussi, et donc oui, il faut penser, mais moi ça sera un modèle un peu différent, mais donc il y a plusieurs versions de tout ça, mais ce que Michel Serres nous invite à penser, et c'est là qu'il faut, malgré certains contresens sur ses propositions, c'est qu'on ne peut pas penser le passage de la guerre à la symbiose ou le passage du négatif de la symbiose à son positif sans penser la spécificité des humains. Les vivants humains rencontrent et posent des problèmes spécifiques. D'ailleurs, tout le monde l'admet, même ceux qui critiquent la spécificité humaine. S'ils critiquent la spécificité humaine métaphysiquement, ils ont raison. Nous sommes des vivants, comme tous les vivants, un peu plus compliqué que les autres, mais il ne faut pas nous couper des vivants. Mais si on critique ça, c'est parce que justement, il y a au moins une spécificité humaine sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est la capacité à détruire la planète. Donc il y a quand même une spécificité des humains au moins négative. Ce que je voudrais montrer rapidement, c'est pourquoi le travail de Michel Serres est important pour nous mener d'une vision un peu plus complexe de la symbiose vers une réponse un peu plus complexe à la symbiose, au danger de la symbiose, qui n'est pas l'appel simplement à une fusion unitaire et cosmique, mais un contrat symbiotique. C'est une notion presque contradictoire. Et ceux qui ont cru que Michel Serres, dans le contrat naturel, voulait nous amener à une fusion avec la nature, devrait au contraire comprendre comment, dans la notion de contrat symbiotique, il assumait une contradiction. Parce que la symbiose, c'est tout sauf un contrat. Le parasite, le moustique qui vit sur le dos d'un hippopotame, il n'a pas fait un contrat avec l'hippopotame.
Et la mouche du coche, elle n'a certainement pas... Mais penser le contrat symbiotique, c'est donc mettre ensemble deux images apparemment contradictoires. Le droit humain avec des institutions extérieures assumant des risques politiques, d'un côté, et de l'autre côté, un phénomène biologique de cohabitation qui s'appuie sur des phénomènes qui n'ont rien à voir avec des institutions humaines. Or, je pense que votre hypothèse symbiotique, en tout cas une des réponses à l'hypothèse symbiotique, c'est un contrat humain de symbiose positive contre des risques de symbiose négative. Donc, mais une autre hypothèse, et certains d'entre vous défendront sûrement dans les 2 jours des versions beaucoup plus radicales, disant que c'est plus d'un contrat qu'il nous faut, c'est justement une guerre contre la guerre, ou alors c'est des fusions absolues, vivre immergé dans la nature et sans passer par des institutions, des contrats, des villes, des équilibres, etc. Mais peut-être que ça, c'est méconnaître les risques de la symbiose, les risques du vivre ensemble entre les vivants, qui, sans tomber dans l'image inverse de la guerre de tous contre tous, et quand même comporte aussi du négatif. Donc, je voudrais vous citer un passage du Parasite de Michel Serres, qui me semble très, très intéressant. Alors, Le Parasite, c'est un livre très crucial à mes yeux. Je ne sais pas si Catherine, qui est présente, Catherine Larère, que je vois, avec qui je dialogue de loin depuis le début de cet exposé et qui va conclure le colloque, sera d'accord, parce qu'elle connaît très bien ce livre, bien sûr. Mais Le Parasite, c'est un livre extrêmement important, qui est un livre charnière entre 2 époques de la philosophie française et aussi 2 époques de l'œuvre de son propre auteur, c'est-à-dire Michel Serres. Michel Serres a été un théoricien de l'information, du langage d'abord, sans jamais oublier la vie et la mort, qui était son point de départ, puisque le langage peut porter la mort et aussi aider la vie. Et puis, il est devenu ce penseur de l'écologie, entre autres. En tout cas, c'est ça qui lui a assuré une sorte de place centrale dans notre époque, après les années 80-90. Et Le Parasite est le livre charnière, en 1980. Et c'est normal, puisque la notion de parasite est une notion qui est à la fois biologique, politique et linguistique, informationnelle. Le bruit, le parasite. Vous écoutez la radio, à l'époque il y avait des radios avec des ondes hertziennes. Si vous écoutiez la radio et il y avait des parasites, vous aviez du bruit. C'est la notion de bruit. Et donc Michel Serres avait travaillé sur le parasite en théorie de l'information. C'est le négatif dans l'information. Le parasite, c'est ce qui interrompt la communication. Et ça restera cette définition tout au long dans le livre de 1980, d'ailleurs, et ça doit le rester aussi pour nous. Si aujourd'hui, quelqu'un vient dans cette salle et en hurlant, on va dire, on ne peut plus parler. Le parasite, c'est l'interruption aussi. Donc c'est la relation, mais c'est aussi la communication. Et dans ce livre, bien sûr, Michel Serres passe du parasite comme bruit dans le langage au parasite comme hôte dans le vivant. Et d'ailleurs, c'est pas l'objet de mon exposé ce matin, mais il va faire circuler là aussi la notion d'un bord à l'autre de la vie humaine, du langage à la survie la plus littérale, là aussi, qui soit. Donc, il y a tous les ans des rencontres Michel Serres dans sa ville natale, à Agen. Elles ont lieu toujours autour du 11 novembre. C'est le week-end prochain. Si vous voulez continuer à entendre sur Michel Serres, c'est à Agen ce week-end. Petite page de publicité philosophique. Mais c'est important parce que je pense qu'il y a très peu de philosophes qui sont entrés dans... Et il est méconnu dans cette question d'un vitalisme critique de la relation, de la communication. Je vous lis ce passage pour vous montrer à quel point, et c'est le passage peut-être où apparaît dès 1980 la notion de contrat naturel, en tout cas de contrat avec le vivant, de contrat des humains avec le vivant. En fait, je vais vous citer 2 passages de ce paragraphe qui se trouve page 224-226, en gros, du Parasite. L'équilibre d'un vivant dans son milieu. L'équilibre d'un vivant dans son milieu, donc qui est le but, au fond,
la symbiose, hein, l'équilibre d'un vivant dans son milieu ressemble fort à celui que réalisent enfin et où parviennent ensemble parfois l'hôte et le parasite. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas automatique. Hein. L'équilibre d'un vivant dans son milieu ressemble fort à celui que réalisent enfin et où parviennent ensemble parfois l'hôte et le parasite. Après bien du tracas, des maladies, des morts, des catastrophes, l'un favorise par exemple le transit intestinal du premier, celui-ci le nourrit en retour. Donc nous avons des parasites dans nos intestins sans lesquels nous ne pourrions pas digérer. Mais ça a pris du temps à se constituer. Au bout de tous les comptes, et vous allez voir pourquoi c'est une formulation prudente de l'hypothèse symbiotique. Au bout de tous les comptes, le parasite n'a pas intérêt à tuer son hôte nourricier. Nous avons intérêt au monde, aux autres et aux objets. Donc, au bout de tous les comptes, le parasite n'a pas intérêt à tuer son hôte nourricier. Donc c'est vraiment une formulation, et pourtant Michel Serres a aussi des envolées lyriques sur l'humanité symbiotique, hein, et sur le retour à la relation vitale avec le monde, contre la guerre mondiale. Mais là, c'est très prudent. La symbiose positive entre l'hôte et le parasite surmonte une double négativité. Je n'ai pas intérêt à tuer celui dont j'ai besoin pour vivre. Et donc, c'est une hypothèse qui politiquement, est aujourd'hui une des façons de dire, même à ceux qui se fichent de l'écologie, finalement, de dire, vous n'avez pas intérêt à tuer la planète. Évidemment que ça nous paraît vitalement insuffisant comme argument, mais au fond, ce que dit Michel Serres, c'est que les vivants sont d'abord en guerre. S'il y a de la symbiose et du parasite, même de la symbiose, hein, au sens biologique, s'il y a des êtres qui vivent sur d'autres, qui les accueillent, ben pour survivre, ils sont d'abord en guerre avec leur propre environnement. Et donc l'humanité symbiote, c'est aussi une humanité parasite. Et le parasite découvre qu'il a besoin de son hôte, et il découvre le besoin de la symbiose. Ainsi, continue Michel Serres, la relation d'abord est un abus. Elle finit parfois par un commun usage. Et philosophiquement, c'est amusant parce qu'en général, on définit l'abus après l'usage. Il y a un usage, vous faites usage d'un médicament et vous en abusez. En abuser, c'est en faire trop. Normalement, ça vient après l'usage. Et là, Michel Serres nous dit l'inverse. On commence par l'abus. Et peut-être que les humains ont commencé par abuser du monde. Et que cet abus, aujourd'hui, en effet, heureusement, toujours certains vivants humains ont considéré qu'il était excessif, qu'il était déraisonnable. Il y a toujours eu des critiques morales de l'abus des humains dans leur rapport au monde, mais aujourd'hui, cette critique de l'abus devient en effet mondiale. Il y a toujours eu, hein, si vous vous reportez aux philosophes antiques, Épicure, il définissait d'ailleurs, une des grandes phrases morales des Grecs, c'est « rien de trop », qui est cohérente parce qu'elle le dit en 3 mots. Donc, rien de trop, en 3 mots, c'est cohérent. Mais c'est vrai que Épicure distinguait les besoins, le nécessaire et le superflu, et nécessaire ce dont nous avons besoin pour vivre, et ça nous suffit. Donc, j'ai besoin de manger, j'ai pas besoin de manger trop, j'ai pas besoin de manger ceci ou cela. Bon. Mais cette restriction au nécessaire, en fait, vient après la tentation de l'abus. La relation entre les vivants est d'abord une guerre fondée sur l'abus, chacun pour soi et beaucoup trop pour l'un et pas assez pour l'autre, et l'équilibre vient après le déséquilibre et non pas avant. D'où l'idée que pour passer du négatif du parasite à l'échange et à l'équilibre, il faut un travail, et que chez les humains, ça va prendre la forme d'un contrat. Encore 2-3 passages. Naissance d'un échange. Le parasite adopte un rôle fonctionnel. L'hôte survit à ses abus. Il survit même au sens littéral de ce mot. Sa vie découvre un équilibre renforcé comme un suréquilibre. Du coup, le parasite n'abusant plus de son habitat, l'habitat bénéficie du parasite. Et c'est là que la symbiose devient positive. Si, au lieu d'abuser du monde, je l'habite bien, le monde va même profiter de l'habitat humain.
aller mieux. Dans l'entraînement torrentiel de l'irréversible et de l'abusif, l'équilibre contractuel est une singularité. Il n'est d'histoire humaine que de chercher à la produire. Cela est assez rare pour que nous ne soyons humains que dans l'exceptionnel de nos actes. Je n'aurais pas dû citer cette phrase-là, c'est un peu trop long. On pourrait concevoir plusieurs séries de telles relations, et là je cite, « un contrat physique entre nous et notre milieu, nouveau, inimaginable, un contrat social entre nous, l'espoir insensé en la fin du parasitisme. » L'espoir insensé en la fin du parasitisme. Et donc, dès 1980, apparaît cette notion du contrat symbiotique qui n'est pas une sorte de pacte affectif, instinctif, de même qu'on a beaucoup reproché à Bergson, théorie de l'intuition comme sympathie affective, fusion avec l'objet, qui est le dépassement d'une négativité qui est un risque qui demeure tout du long. Si les humains doivent passer un contrat avec la nature, c'est bien parce que la guerre avec le monde fait partie de la... Je ne sais pas s'il faut dire de la nature, de l'espèce humaine, mais fait partie de la manière qu'ont les humains de parasiter la planète. Et le parasitage de la planète, ce n'est pas un défaut de certains méchants humains, c'est une structure de la relation, y compris symbiotique, puisque symbiotique et parasite, en biologie, c'est synonyme. Pour nous, dans nos images, le parasitisme est le négatif de la symbiose. Et on a raison, mais il faut bien voir que le négatif fait partie du positif comme son risque intime, pas comme une sorte de méchanceté externe. Voilà, il suffira pas, et au contraire, il faut des efforts énormes pour résister au parasitisme destructeur et entrer dans la symbiose positive. C'est ce que nous dit Michel Serres. Passer du parasitisme destructeur à la symbiose positive est un travail. Et c'est un travail qu'il faut toujours reprendre et qui suppose aussi de la politique. Et ce sera mon dernier point. Et donc, je vous invite à regarder aussi ces textes sur le parasite et le contrat naturel. Et il a écrit évidemment aussi sur l'architecture, sur la ville. Et je ne vais pas avoir le temps d'y revenir. Il y a notamment un grand livre sur Rome. Rome comme image du politique, la fondation de Rome, et dans Rome, vous trouverez, qui sous-titrait le livre des fondations aussi, qui est de 82, 83 peut-être, vous trouverez aussi des choses importantes là-dessus. Donc, il faut bien comprendre que le parasitisme est le risque de la symbiose. Et inversement, que la symbiose est la version positive du parasitisme. Ce qui est important aussi, là aussi dans la guerre des métaphores, vous savez que les parasites sont aussi des termes qui justifient les pires crimes. Que dans tous les génocides, on commence par désigner l'autre comme un parasite, comme un cafard ou comme une verrue ou comme je ne sais pas quoi. Que dans tous les totalitarismes, les dissidents sont décrits comme des parasites. Je vous conseille de lire le témoignage de Joseph Brodsky, qui est un prix Nobel de littérature russe, exilé au tout début des années 80, et son procès pour parasitisme dans l'Union soviétique. Il a beaucoup réfléchi sur pourquoi moi, en tant que poète, on me traite de parasite. Et encore aujourd'hui, dans la rhétorique aux États-Unis en ce moment, de l'extrême droite américaine, vous trouverez la critique des parasites. Les fonctionnaires, par exemple, sont décrits comme des parasites. Les parasites, c'est ce qui conduit à l'extermination. On a envie d'exterminer les parasites nuisibles. Hein. Donc c'est le danger des métaphores biologiques. Donc, bon. Mais Michel Serres, lui, au contraire, le parasite est travaillé par une ambivalence. D'ailleurs, il n'y a jamais de langage sans parasite. Là, je suis parasité par un petit rhume, et voilà. Il y a toujours du tiers. Et j'en viens d'ailleurs au dernier temps de cet exposé, pardon. Il me reste combien de temps dans mon dépassement? Il reste encore 20 minutes. Ah non, mais il y a une discussion. Si on veut avoir un peu quelques... Ouais, voilà. Donc je prends encore 5 minutes. Il y a un point que Michel Serres a à la fois vu et pas négligé, mais mis au second plan.
peut-être pour des raisons historiques qui l'ont mené à la fin de sa vie à un optimisme d'un côté compensant un pessimisme de l'autre, comme chez toutes les personnes raisonnables d'ailleurs, et ce point, c'est je dirais, les conflits, les guerres, les parasitismes et symbioses, avec leurs deux versants, non plus entre les humains et le monde, mais intra-humains. Et là aussi, je tiens à le dire, parce que je pense que c'est un autre risque que vous devriez méditer, et peut-être dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'examiner la symbiose et le parasitisme et tous ces dangers seulement entre les humains pris en bloc et le monde. En fait, il y a aussi une guerre entre les humains. C'est bien connu, et malheureusement, ça n'est pas terminé. Mais il est important de comprendre que pour résoudre la relation de l'humanité à la planète, il faut aussi résoudre les relations économico-vitales, symbiotiques et ambivalentes entre les humains. Et c'est extrêmement important parce que pour construire une architecture symbiotique, une ville symbiotique au sens positif, il ne faut pas seulement qu'elle entretienne des relations positives avec ce qu'elle parasite, c'est-à-dire la nature, l'eau, l'air, les plantes, le soleil, etc., mais aussi interhumaine. On ne peut pas passer par-dessus les conflits interhumains. Et c'est vrai que Michel Serres, de ce point de vue, avait à la fois théorisé cela. Dès le début, il montre que la chaîne des parasites crée l'humanité en un certain sens biologiquement dans l'évolution des espèces, mais on se continue, le conflit symbiose-parasitisme se continue dans l'espèce humaine. Il en fait des modèles très complexes. Il critique le simplisme du rapport de l'humanité à l'extérieur, qui ne passe pas par l'intérieur, mais d'un autre côté, ayant l'espoir à la fin des années 90 qu'on en a terminé pour le plus gros de la guerre entre les humains, et maintenant il faut s'attaquer à la guerre des humains contre le monde, il a considéré qu'on pouvait considérer que le conflit interhumain devait passer après le conflit des humains avec le monde. Il n'a pas entièrement tort, bien sûr, et peut-être qu'on peut espérer que la fin des guerres entre les humains vienne quand même aussi de la prise de conscience d'un danger commun sur la planète, mais n'empêche qu'il y a aussi ce danger interne entre les humains. Et il l'a bien vu aussi, Michel Serres, puisque, et je ne vais pas avoir le temps d'y insister, en fait, l'image première de ce livre, Le Parasite, c'est une fable de La Fontaine. Il a travaillé sur toutes les fables de La Fontaine. C'est le rat des villes et le rat des champs, comme image du parasitisme entre les rats et les animaux et les humains, mais aussi entre les humains, bien sûr. Parce que le rat des villes invite le rat des champs à un festin, comme vous le savez, chez lui, c'est-à-dire c'est pas chez lui, il parasite la maison où il est logé, il mange la nourriture des humains, et il invite le rat des champs à un festin aux dépens des hôtes, aux dépens des humains, qui, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Déboulent, ils reviennent. Et le festin est interrompu. Et tout le livre de Michel Serres est travaillé par cette notion du festin interrompu. Parasiter, d'ailleurs dit Michel Serres, parasiter veut dire manger à côté. Donc, l'image qui est importante ici, c'est l'image de l'interruption du festin, ici, non pas par la pénurie objective, la destruction du monde, etc., mais par le conflit avec les humains et finalement entre les humains, puisque l'image du rat des villes et du rat des champs, c'est aussi l'image de la solidarité interhumaine. Donc ce sur quoi je voudrais terminer, c'est vraiment sur le fait qu'il faut encore compliquer un peu la question de la symbiose, en se demandant comment une symbiose architecturale, urbaine, urbanistique, concrète, doit être politique, et pas seulement
dans la ville au sens comme espace, mais dans la cité au sens de la justice. Et je pense qu'il est extrêmement important de comprendre qu'aucun dispositif technique de symbiose avec le monde qui ne passe pas aussi par un aménagement de l'espace interhumain sur des principes de justice, d'arbitrage, de contrat finalement, de contrat interhumain sur le partage du monde et des besoins vitaux des uns et des autres, aucune symbiose ne peut se passer de politique, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut mener une approche vitale ou vitaliste de l'architecture, de l'urbanistique et du monde, mais avec un souci critique qui implique aussi un souci politique. Et par politique, pas seulement vouloir faire une politique de l'habiter dans le monde, mais d'abord une politique du partage de l'espace et des besoins vitaux entre les humains. De ce point de vue, je pense que, et je terminerai avec quelques remarques, tout ce que j'ai fait pour l'instant est très général. Je voulais juste mettre sur la table un peu, déplier la notion de symbiose, les enjeux positifs, négatifs, etc. Je pense qu'en fait, de ce point de vue, ce que vous allez apporter est très important parce que précisément, vous allez sortir de la généralité de la symbiose et du contrat naturel qu'il faut reprendre de manière générale, théorique. Voilà, en ce moment, ouvre aujourd'hui même la COP 30, je crois, au Brésil. Au fond, c'est le lieu du contrat naturel de Michel Serres, pour moi. Ça, je suis prêt à le défendre. Hein. Le contrat naturel, c'est d'abord d'énormes conférences internationales entre les humains. Peut-être que Michel Serres ne serait pas d'accord du tout, mais le contrat naturel, c'est pas d'aller contempler la nature et de dire « je passe un contrat avec toi ». Le contrat naturel, c'est d'aller se battre avec les autres humains pour essayer de trouver un moyen de sauver ensemble la nature. Donc ça passe par la politique mondiale. Donc ça se passe au Brésil en ce moment. Et c'est très important. Mais ça, c'est le cadre général. Après, ce qu'il faut faire, c'est, je pense, décliner les enjeux de politique, les enjeux cosmopolitiques, sujet par sujet. Et il y en a peut-être 3 qui sont cruciaux. Il y a la santé, me semble. La santé, peut-être architectoniquement d'ailleurs, le sujet du contrat global. C'est pas un hasard si la santé est d'ailleurs une affaire d'équilibre, hein, donc ce qu'on appelle la santé globale, One Health aussi, qui est la toile de fond. Au fond, la symbiose conduit dans le domaine de la santé à One Health. Vous savez que One Health, c'est le concept qui englobe santé humaine et non humaine. Il y a l'alimentation et il y a l'habitat. Et l'habitat, pardon. Il me semble que voilà, vous allez travailler plutôt sur le 3e, il me semble, à travers l'architecture. Mais je pense que c'est très important d'avoir un travail très précis. Moi, je vous ai donné seulement quelques généralités introductives. Et dedans, il faut ensuite travailler de manière très précise sur comment un habitat humain aujourd'hui doit faire la paix avec le monde et faire la paix entre les humains, participer à cette paix. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Un contrat, c'est pour arrêter la guerre. Et ça suppose aussi de la démocratie, mais on n'a pas le temps de revenir sur pourquoi la biopolitique d'aujourd'hui doit être démocratique. Mais en tout cas, il faut faire la paix avec le monde par la santé, la nourriture et l'architecture. Et donc, c'est de cela que vous allez travailler. Là-dessus, le lecteur, le disciple de Michel Serres qui a travaillé le plus profondément, c'est Roland Scher, qui est malheureusement trop peu lu. Scher, ça s'écrit S-C-H-A-E-R. Je vous conseille son livre « Répondre du vivant » et sa réflexion sur l'habiter, qui est très importante, et sur la manière dont non seulement les humains, mais les animaux, ce qu'on appelle les animaux, chaque vivant construit un habitat. Vivre, c'est construire un habitat. Qu'est-ce que c'est qu'une termitière, une fourmilière, une ruche, etc. Et un nid. Et nos maisons sont quand même des habitats. La technique, c'est pas une opposition frontale. Là aussi, vous devinez bien que je ne veux pas, moi, vous
revenir dans la pathologie de la philosophie du XXe siècle, qui a consisté à opposer la nature et la technique. C'est pas une opposition nature-technique qu'il faut avoir. La maison n'est pas le contraire du nid. C'est qu'il y a des maisons qui détruisent leur environnement et des maisons qui s'y insèrent. Si on diabolise la technique, alors là, c'est simple, c'est fini. On retombe dans la guerre ou la guerre des métaphores, d'ailleurs. Donc, non, comment faire que les maisons ne détruisent pas le monde ? C'est beaucoup plus intéressant que critiquer l'idée même de maison. D'ailleurs, même ceux qui critiquent la technique avaient des très jolies maisons, dans des très jolies forêts. Ils ont critiqué les villes, ce qui est une grave erreur, parce que là aussi, le problème, c'est pas la ville ou la campagne. Le problème, c'est la ville qui détruit pas la campagne, ou qui détruit pas la nature ou le monde, et contre celles qui les détruisent, parce qu'il y en a qui les détruisent quand même. Donc, faut pas oublier le négatif, mais il est aussi à l'intérieur, et la symbiose, en général, ne sera pas magique. Par contre, développer l'hypothèse symbiotique, vous avez raison de le faire. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup.